Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Jean-Luc Mathieu, L'Institution du Défenseur des droits 2020. Élodie Rémy, Réfugiés, l'hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent libre 2020. Garrick Galstyan, L'écologie en Arménie, le lac Sevan et l'émergence du mouvement écologiste, 2020. Miguel Suárez Boza, Le port de Casablanca au XXe siècle. Une source de développement pour le Maroc, 2019. Guy Laurent, Les ambiguïtés de la démocratie participative, de Porto Alegre aux Gilets jaunes, 2019. Despina Tomescu, Roumanie Histoire d'une identité 2019. Jean Kudela et Bernard Laurie dire Le regard sur l'autre en Europe médiane 2019. Rubenilson Brazao Texera, avec la participation d'Edja Triguero, des deux côtés de l'Atlantique, Natal Dakar dans une perspective comparative 2018. Jules Durand, Lettres de prison septembre 1910 au février 1911 2018. Félix Pavia Mexique, La guerre perdue contre le narcotrafic 2018. Laurie Servière, Colombie, La paix comme levier politique international 2018. Antonia Aemo Sanchez, Marie Galera, Métissage de la création théâtrale. Amérique hispanique Espagne-France 2018. Tristan Lefortmartine, Des droits pour la nature? L'expérience équatorienne 2018. Mariela Villasante Cervello et Raymond Taylor sous la dire de avec la collaboration de Christophe de Beauvais, Histoire et politique dans la vallée du fleuve Sénégal. Mauritanie. Hiérarchie, échange, colonisation et violence politique 8e-21e siècle. Essai d'histoire et d'anthropologie politique, 2017. Catherine Durandin, Irina Gridan, Moldavie, Repères et perspectives, 2017. Ruggero Gambascurtascopello, Les régimes passent, l'État développementaliste demeure. Le cas de la Banque nationale de développement économique et social, BNDES, au Brésil 2017. Pierre Journoux, L'énigme chinoise. Stratégie, puissance et influence de la Chine depuis la guerre froide, 2017. Morgane Donneau, Discours, identité et leadership présidentiel en Amérique latine 2017. Remerciements. Je remercie Madame la professeure Béraud pour m'avoir encouragée à écrire la thèse que j'avais envie d'écrire. Je pense que je n'y serais pas parvenue sans cette bienveillance et cette gentillesse qui la caractérisent si bien. Ce travail est le résultat de l'immense investissement qu'elle consacre quotidiennement à ses doctorants. Ce n'est pas un hasard si mes remerciements s'adressent aussi à Sophie Plançon, Perrine Meyer et Paul Kneury. Je crois que leur contribution à ces pages dépasse largement le précieux travail de relecture qu'ils ont bien voulu effectuer. J'ai une pensée particulière pour Julian Stark, qui aura partagé ma table de travail pendant ces 4 années. J'en ai une autre, toute spéciale, pour Jeanne Vermersch, Noé Gersanois et Elliot Diner. Pour leur présence et leur patience, je remercie tous les autres. Préface. Il est un privilège de la direction de thèse, celui d'écrire la préface de l'ouvrage qui permet de publier et de diffuser le fruit des 4 ans de travail de thèse, tant que mis Antoine Hulestad pour écrire la sienne. Elle fut soutenue à l'Université de Strasbourg, université qui se conçoit par-delà les frontières, le 1er février 2019. Consacrée à l'analyse des frontières extérieures de l'Union européenne comme champ d'étude de l'internationalisation du marché intérieur, cette thèse fut d'abord et avant tout un choix assumé de bout en bout par son auteur. Le choix de l'objet d'étude, le choix de l'angle de vue, le choix de l'écriture. Choix débattu, certes, constamment éprouvé puis validé. Cette capacité à faire face au sujet,
et à assumer des orientations scientifiques n'est probablement pas la moindre des qualités de ce travail. Le doctorant et sa directrice de thèse sont souvent un curieux binôme, partagé entre apprentissage et affirmation d'une pensée, interventionnisme et jeu de biais cognitifs. Il fut, dans l'aventure de cette thèse, basé probablement sur une commune appréhension de la frontière. Appréhension de ce phénomène par les catégories du droit, et plus particulièrement du droit de l'Union européenne. Appréhension aussi par une envie partagée de frontières et de répulsion d'y rester confinés. Cette petite histoire académique est indéniablement celle des citoyens de l'Europe dite sans frontières, née pourtant de frontiérisation multiples et changeantes. En ce sens, cet ouvrage s'inscrit dans les préoccupations scientifiques des Border Studies, dans lesquelles les analyses du point de vue du droit ont encore trop souvent la portion congrue. Le droit est, dans cet ouvrage, un moyen de saisir la cristallisation des mécanismes constitutifs des frontières, comme Antoine Hulestad l'a clairement matérialisé au fil de sa démonstration. Son long travail de maturation scientifique et ses choix d'une écriture claire et traduisant ses choix d'interprétation n'ont cessé de révéler aussi pendant ces 4 années sa joyeuse appétence pour la recherche, son envie de convaincre et sa capacité à envisager la thèse comme un terrain de jeu intellectuel, mettant presque naturellement en application des préceptes développés par Umberto Eco. Antoine Hulestad a souhaité partir du point de vue des frontières extérieures de l'Union européenne pour penser l'internationalisation du marché intérieur. Cette façade externe des politiques européennes est souvent facilement réduite à la projection externe de l'ADN du marché intérieur, défini dans le traité comme espace sans frontières intérieures. Cet ouvrage montre point par point qu'il n'en est rien et que la réalité relativise au fond le mot du professeur Michel Fouché, la bonne frontière est la frontière morte. Il s'est agi dans cette recherche ni plus ni moins que d'inventer le modèle des frontières extérieures, non définies par le traité. Certains accords extérieurs ont ainsi été privilégiés pour tester, avec des modèles différents, comment l'Union européenne insère son marché intérieur dans cette mondialisation et formate, dans le même temps, les réalités juridiques de la frontière. Étudiées successivement sous l'angle de leur déconstruction puis de leur construction, et non de leur reconstruction, les frontières extérieures montrent une myriade de configurations juridiques largement insoupçonnées dans la doctrine de droit de l'Union européenne. La frontière est explicite, interdite ou pérenne, poreuse ou projetée, dévaluée ou revenant par éclipse. Bref, elle est plurivoque, mobile et labile. Elle suit un chemin de construction-déconstruction à la fois parallèle et distinct de ce que l'auteur appelle le modèle des frontières ouvertes, valant à l'intérieur de l'Union. Antoine Hulestad nous fait voyager entre ces frontières pour mieux en éprouver l'épaisseur et la consistance. Il nous dit combien ces phénomènes frontaliers sont constitutifs de celui d'intégration européenne, à contre-courant de l'idée que l'Europe est assise sur la seule disparition des frontières. On mesure à travers ce parcours les multiples fonctions des frontières extérieures, qui commandent en réalité tout autant leur configuration juridique comme frontières dévaluées que comme frontières filtres de protection. Au fil de ces catégories de frontières se dessine, touche après touche, la nouvelle grammaire des frontières externes européennes comme résultante de l'internationalisation du marché intérieur. Les frontières de cet ouvrage sont au fond celles que l'Union développe par son insertion dans la mondialisation, sans toutefois savoir clairement ce qu'elle veut et entend par le mot frontière. Antoine Hulestad ajoute des dimensions aux frontières définies par le droit. C'est ce qui explique, selon lui, que la frontière soit actuellement construite et non reconstruite du fait du contexte de crise polymorphe dans lequel baigne l'Union européenne. Cette architecture du livre permet à l'auteur d'inscrire sa réflexion dans une constante complexification de la frontière pour mieux en éclairer l'essence et bien plus encore l'essence. La décision d'étudier les frontières extérieures du point de vue des marchandises tient de la volonté de décaler le regard, les travaux universitaires ayant abondamment analysé ces frontières du point de vue de la circulation des personnes ou même des capitaux. Liberté matrice du marché intérieur, la libre circulation des marchandises est un marqueur identitaire de l'intégration européenne et constitue en cela un point de vue pertinent pour comprendre les mutations des frontières extérieures de l'Union. Celle-ci ne semblait ne plus devoir ni pouvoir servir d'obstacle aux flux internationaux de marchandises, alors qu'elle se révèle dans cette analyse
constitutif d'une liberté de circulation régulée et même une condition d'appartenance à un espace économique commun, ce qui en souligne la constante matérialité. La difficulté de ce travail fut certainement de développer une compréhension interdisciplinaire de la frontière pour s'y appuyer et appréhender la façade extérieure du marché intérieur, comme on cherche les aspérités du rocher pour s'élever à la verticale. La frontière fut choisie comme méthodologie, pour en déployer toutes les potentialités dans la circulation des marchandises, tout particulièrement dans la protection de l'Europe ou comme révélateur de son identité, par fixation progressive d'un en dehors de l'Union. Cette étude des frontières extérieures de l'Union européenne révèle plus un processus qu'une réalité statique. L'intégration produit aussi de nouvelles frontières, que l'Union européenne peut décider de déconstruire en négociant l'équivalence des obstacles normatifs ou au contraire construire, en réponse au protectionnisme américain ou chinois par exemple. Les frontières de l'Europe restent donc omniprésentes, véritable ligne de crête du projet sans précédent d'intégration que les pères fondateurs de l'Europe ont décidé d'être dans l'ombre du Conseil de l'Europe, dans un monde nouveau envisagé sur le plan du droit, comme une harmonie de tension. Antoine Hulestad conclut ses analyses par le constat que la frontière de l'Union est peut-être cette érouve, c'est-à-dire une succession de portes et ponts qui enjambent les espaces, une frontière artificielle et travaillée qui existe sans être visible, qui ne change rien à la perspective géographique mais qui a des conséquences lourdes sur elle. Espace juridique national, européen et mondial, qui divise et réunit, qui mélange et différencie, qui écarte et rapproche, qui sépare et raccorde, qui structure sans restreindre, qui homogénéise et parcellise en même temps. L'Union européenne devrait penser la frontière plutôt que de continuer à faire mine de l'ignorer, pour ne pas être condamnée à la déunion et à la perte du sens même de l'intégration. Penser la frontière peut donc être une priorité nouvelle du projet européen d'intégration pour le résenchanter. Refuser de la penser condamne l'Union européenne à se déliter dans le plus petit dénominateur commun des égoïsmes étatiques. Un apparent paradoxe à comprendre en lisant cet ouvrage. Frédéric Béraud. Professeur à l'Université de Strasbourg et au Collège d'Europe de Bruges. Par souci de clarté, et afin de fluidifier la lecture, j'ai voulu limiter le recours aux abréviations. Les noms des organisations internationales et des revues académiques, ainsi que les autres références juridiques propres au droit de l'Union européenne faisant traditionnellement l'objet d'un acronyme, sont ainsi écrits en toutes lettres. Au 4 avril 2014. Et à tous les miens, évidemment. Exergue. Il a parlé des lignes poreuses qui séparent les humains des bêtes, et des lignes qui sillonnent les visages des vivants. Il a parlé des lignes qui nous font et nous défont, rides, traits, limites, frontières, démarcations. Il a parlé des lignes qui nous sauvent, conductrices, électriques, musicales, et il a parlé de celles qui nous manquent, ces lignes blanches disparues au tracé de nos routes, ces lignes invisibles à nos âmes égarées au fond de leur labyrinthe. Wajdi Mouawad, Anima. Introduction. L'Union européenne a atteint son seuil mélancolique. Stade qui, selon Cynthia Fleury, correspond à une phase d'épuisement et d'érosion de soi. Il suffit de jeter un rapide coup d'œil à l'actualité récente pour s'en convaincre. Elle est l'objet d'un désamour croissant et d'une instrumentalisation inquiétante par les personnalités politiques de tous bords et de toutes nationalités, qui s'attribuent ses succès et lui reprochent leurs échecs. Les mouvements d'indignation sont devenus typiques de son intégration. Ils lui reprochent la faiblesse de ses ambitions, et la modestie de ses résultats. La liste des événements qui l'ont émaillée est longue. La décision du peuple britannique d'en sortir est une manifestation de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Les bons résultats des partis politiques eurosceptiques un peu partout en Europe montrent que le repli sur soi ne constitue plus un mode de pensée, voire un mode de vie, alternatif partagé par une frange extrême et marginale de l'échiquier politique, mais qu'elle est une idée communément admise qui séduit aisément ceux que l'Europe ne convainc plus. Ou ceux qui ne savent pas ce qu'elle représente. Les enquêtes d'opinion montrent qu'elle souffre d'une appropriation citoyenne qui la dessert. Un citoyen sur 4 seulement pense que le marché intérieur est lié aux échanges commerciaux au sein de l'Union. Pour une proportion similaire, ce terme n'évoque rien. Le marché intérieur est un exemple parmi d'autres révélant que l'idée d'Europe s'est doucement éteinte.
Elle s'est effacée, disent ses contempteurs, derrière le libre-échange et la mondialisation. Elle a disparu, crient ses opposants derrière le rideau de la technique et de l'eurocratie. L'Europe qui existe aujourd'hui dans les traités n'est que l'Europe des statistiques, de la production, de la technique, peut-on lire dans un ancien manuel de droit européen dont la résonance actuelle est déconcertante. Elle est une œuvre de juristes, d'économistes, de techniciens qui, faisant de leur mieux, ne pouvaient lui donner que la forme sans la vie. Il est crucial de saisir l'occasion présentée par la conjonction de ces événements, pour essayer de replacer le curseur sur le sens des mots. Une étude juridique des frontières extérieures de l'Union européenne prend, dans ce contexte, une importance particulière. Nous y voyons deux raisons. La première tient dans la direction récemment prise par le discours. Le retour des frontières est au cœur des rhétoriques politiques actuelles et trouve une oreille attentive au sein des populations européennes. Or, la frontière se situe précisément à cet endroit charnière, chargé en émotions de toutes sortes, où les réalités se déforment. Elle est symptomatique de cette ère de l'après-vérité, qui passionne les débats et teinte les analyses. La frontière est aujourd'hui l'objet d'une approche peu raisonnée, sans demi-mesure. Elle est devenue un espace magique, où se querellent réactionnaires et progressistes. Pour les uns, sa fermeture devient l'instrument qui résout comme une incantation les problèmes du chômage et des délocalisations d'entreprises, qui conjurent la menace terroriste et qui forment un glacis protecteur de l'identité nationale. Pour les autres, son ouverture, synonyme de prospérité et de paix éternelle, incarne le seul espoir de nos sociétés contemporaines. La passion qui agite le discours politique engendre une authentique adhésion, une véritable profession de foi, en faveur d'un modèle de frontière qui prend racine dans l'ancien monde ou dans le nouveau monde. La seconde raison qui explique la nécessité de clarifier la signification de la notion de frontière est la conséquence de la première. L'Union européenne se retrouve subitement face au défi de ses frontières. Son objet même étant de transformer la figure fermée des frontières de l'État en frontières ouvertes à la libre circulation, le pas est vite franchi pour que la critique des frontières se transforme en critique de l'Union européenne. Le discours sur la frontière est ainsi largement un discours pour ou contre l'Union européenne. En mettant la frontière au cœur des discours, de la scène politique au café du commerce, c'est elle qui se trouve en fait directement mise en cause. Un dédoublement des coupables qui répond, d'une part à de sérieuses imprécisions terminologiques, et d'autre part à une déconnexion des discours et des vérités largement observables dans les discours politiques contemporains. Cette tendance inquiétante, symptôme d'un mal profond, préoccupe le romancier Jérôme Ferrari. Il écrit : « Si la langue est menacée, c'est certainement moins par la graphie incongrue dont l'affublent les élèves que par l'usage qu'en font les élites politiques et médiatiques. Regarder les unes de la presse hebdomadaire, écouter un journal télévisé, c'est pénétrer dans cette zone où le lien ténu qui lie tant bien que mal les mots aux choses a achevé de se dissoudre. Le sens des mots se trouve désormais dans le discours politique, totalement occulté par leur connotation psychologique. Les mots ne font plus signe que vers l'image de celui qui les emploie. Le règne des éléments de langage va donc de pair avec cette personnalisation à outrance, matinée de sentimentalisme. La langue utilisée dans le débat public exhale un parfum fort désagréable, comme si la rigidité des formules toutes faites et des lieux communs qui la composent était déjà celle d'un cadavre. D'autres essayistes s'accordent sur le danger que constitue une déformation du sens des mots. Éric Orsena estime qu'il est dans la nature des mots de se jouer des contextes dans lesquels nous les faisons intervenir. Michel Onfray s'inquiète de cette tendance qu'ont les dirigeants politiques à volontairement éloigner leurs propos de la réalité. Javier Cercas considère qu'il est devenu prioritaire de démêler le vrai du faux dans le flux des informations qui nous parvient chaque jour. Dès lors, la nécessité de prendre de la distance ne peut pas être sous-estimée. Surtout lorsque les sociétés, secouées par les désillusions et laminées par des événements complexes et irrationnels, ne savent plus comment interpréter la révocation d'une bonne partie de leur point d'ancrage. La romancière Leila Slimani a écrit à ce sujet dans un recueil de chroniques intitulé « Le diable est dans les détails ». Elle considère qu'il est urgent de ramener de la complexité et de l'ambiguïté dans un monde qui les rejette, pour prendre du temps dans un monde où tout est rapide, où l'image et l'émotion l'emportent sur l'analyse. Sans doute est-ce là l'intérêt premier de cette étude sur les frontières extérieures.
L'ambition n'est ni de disséquer sous toutes les coutures leur nature et leur fonctionnement, ni de dresser une liste exhaustive de leurs formes matérielles, ni d'exposer dans les moindres détails la teneur de leur contrôle sur les flux qui les traversent. L'ambition n'est pas d'inventer une nouvelle théorie générale des frontières extérieures reposant sur une analyse point par point de l'ensemble des accords externes conclus par l'Union européenne, mais simplement d'apporter, comme le dit Leila Slimani, un peu de complexité et un peu de nuance à un concept dont les évolutions sont loin d'être linéaires et dont les définitions ne sont pas prêtes d'être définitivement arrêtées. Pour une approche créative de la frontière. Cette étude des frontières extérieures cherche à prendre en compte un autre impératif, qui fait écho aux problématiques suscitées par un usage déroutant des mots, celui de renouveler le paysage conceptuel qui organise les constructions juridiques et ordonne les politiques publiques actuelles. Ce travail est nécessaire, car il est imposé par le passage de l'ancien monde au nouveau monde. Ce mouvement est relativement flou. Il serait hasardeux de dire qu'il correspond à un moment précis, où le progrès s'est soudainement incarné. Mais il est incontestable qu'il correspond à une certaine forme de réalité, matérialisée par l'avènement de l'Union européenne, et les bouleversements juridiques qu'elle a engendrés, et par la mondialisation, dont on ne sait toujours pas vraiment quand elle a débuté, mais dont on commence à saisir l'ampleur de ses conséquences sur les interconnexions économiques entre les États. L'analyse que nous voulons mener se situe à ce carrefour. Les transformations des frontières suivent ce mouvement, comme en témoigne le fait qu'il est devenu courant de parler de la frontière ancienne et de la frontière nouvelle, de la frontière traditionnelle et de la frontière moderne. Les observateurs qui ne vont pas jusque-là considèrent à tout le moins que nous devons porter un regard nouveau sur la notion de frontière. Ils estiment que pour comprendre la réalité actuelle, et pouvoir agir sur elle, il faut se réconcilier avec une certaine forme de complexité, car le monde d'aujourd'hui est devenu si alambiqué qu'il ne se laisse plus appréhender à travers une conception unique des lignes de démarcation qui le fractionnent. Le philosophe Étienne Balibar a beaucoup écrit sur le rapport qu'entretient l'Europe avec ses frontières. Il revient à de nombreuses reprises sur la nécessité de ne plus les évaluer à l'aune des définitions en notre possession, mais d'inventer une nouvelle manière de les concevoir plus adaptée à la réalité de notre temps. Pour lui, nous sommes entrés dans une ère nouvelle et les notions de migration, de frontières, de territoire, de population avec les catégories politiques qui se construisent sur elles ont changé de sens. On peut dire que l'Europe se fera en révolutionnant sa vision du monde et ses choix de société, ou qu'elle se détruira en déniant les réalités et en s'accrochant aux fétiches du passé. La thématique de la vaste entreprise consistant à bâtir une concordance entre les mots et la réalité apparaît chez d'autres auteurs. On la retrouve par exemple chez Umberto Eco. Il l'envisage comme une solution pour sortir de la crise des idéologies dont nous sommes prisonniers. À défaut de grille de référence en phase avec la réalité, dit-il, les certitudes disparaissent et la société devient liquide. Y a-t-il un moyen de survivre à la liquidité, s'interroge-t-il. Oui, et il consiste précisément à se rendre compte que l'on vit dans une société liquide qui requiert pour être comprise et peut-être dépassée de nouveaux instruments. La nécessité d'un renouvellement de la notion de frontière est aussi présente dans la littérature savante. Astrid von Büsekist, professeure de théorie politique, dit, dans un ouvrage intitulé Portes et murs, que, malgré l'ensemble des analyses consacrées aux frontières, nous manquons d'imagination. Malgré les innombrables adjectifs qualificatifs ajoutés à cette notion, nous avons besoin de dessiner une voie vers une compréhension plus créative des frontières. Ce travail a été initié par le géographe Michel Fouché dans des ouvrages devenus références, qui proposent une lecture plurielle de celle-ci. La volonté de réécrire la carte du monde constitue le cœur des travaux de Kenichi Omae, qui s'est attaché à conceptualiser ce à quoi ressemble un village global sans frontières. Ces travaux ont été poursuivis par la géographe Anne-Laure Amiya Sari. Elle propose plusieurs définitions actuelles de la frontière qui s'éloignent sensiblement de leur conception unitaire originelle. Les recherches d'Emmanuel Brunet-Jailly vont également dans ce sens. Une étude des frontières extérieures doit tenter de s'inscrire dans ces réflexions. D'une part, parce que la question des frontières se pose avec une telle vigueur qu'il n'est plus possible de l'éluder ou de l'ignorer.
Elle se pose avec d'autant plus d'acuité qu'elle se situe au carrefour de plusieurs autres phénomènes qui, reliés entre eux, interrogent les limites d'une notion vieille d'une définition dont elle ne peut sortir qu'émiettée et partiellement anachronique. D'autre part, parce que la notion de frontière est elle-même liée à des concepts en pleine mutation. Comme l'écrit Nicole Gnesotto, tout a changé. Les souverainetés ne se conçoivent plus exclusivement de manière solitaire, mais de manière solidaire. Les interdépendances ne sont plus seulement le résultat d'intérêts économiques et commerciaux partagés, mais le fruit du développement d'appareillages juridiques transfrontières qui lient les États entre eux et qui écrivent des rapports de force nouveaux, les territoires qui enchevêtrent et se superposent, sont devenus flous et difficiles à cerner. La mondialisation n'est plus seulement économique. Elle est un imaginaire qui suscite des réactions de résistance qui ne peuvent plus se résumer à un débat exprimé en pour ou en contre. Le pouvoir n'est plus seulement entre les mains des États qui d'ailleurs ne sont plus les seuls acteurs de la scène internationale. Il est étonnant d'observer que les sciences juridiques restent relativement discrètes lorsqu'il est question de réinventer la frontière. Pourtant, la frontière naît du droit, au point qu'il est impossible d'envisager l'un sans l'autre. Le droit définit les frontières qui n'ont de réalité que parce qu'existent des règles juridiques qui les posent et les reconnaissent. Les traités de Westphalie, signés en 1648, inventent en effet une nouvelle manière de concevoir le monde en fondant l'équilibre des puissances sur des limites territoriales négociées et stables. Ils fondent l'idée d'État-nation territorial et inventent la frontière comme convention pour le matérialiser. À partir de ce moment, le droit construit la notion de frontière-ligne. Il fait de la frontière la limite nette d'un ensemble spatial sur lequel s'exerce une souveraineté. La frontière bénéficie ainsi des recherches qui ont été menées au sujet de l'État-nation, de la souveraineté et de l'ordonnancement de l'ordre juridique international. Elle est familière pour les spécialistes de droit constitutionnel et de droit international, pour qui elle n'a rien de surprenant, car son lien consubstantiel avec l'État en fait un objet presque naturel. En revanche, lorsqu'on fait sortir la frontière de ce cadre pour l'inscrire dans celui du droit européen, les impressions sont partagées. L'Union européenne est simultanément irradiée par la question des frontières et par l'absence de référence à ses limites. Elle est un discours sur le grand espace, l'hyperespace. Son ouverture constitue sa caractéristique centrale. La frontière est très présente dans l'idée que s'en font les pères fondateurs. Jean Monnet considère qu'il est essentiel d'effacer les frontières entre les nations européennes. Robert Schuman prend beaucoup de précautions quand il aborde cette question. Il considère que le morcellement de l'Europe est devenu un absurde anachronisme. On ne saurait songer cependant à effacer dans une mécanique aveugle toutes les lignes de démarcation. Il faut les dévaluer pour que les frontières en Europe soient de moins en moins une barrière dans l'échange des idées, des personnes et des biens. Le traité de Lisbonne est pourtant énigmatique à ce sujet. La frontière n'y apparaît pas comme une notion centrale. L'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, fait figure d'exception, puisqu'il définit le marché intérieur à partir de l'absence de frontières intérieures. Néanmoins, la Cour de justice ne fait pas mention lorsqu'elle traite des affaires relatives à la libre circulation des marchandises de la frontière. Elle ne reprend explicitement cette notion qu'en tant qu'élément constitutif de la taxe des faits équivalent, la cantonnant ainsi à une logique purement douanière. Dans la jurisprudence de la Cour, la notion de frontière est donc utilisée avec parcimonie et dans des circonstances très particulières. Dans le corpus des textes savants consacrés au système juridique de l'Union européenne, la frontière est également très peu abordée. Quelques rares colloques académiques et thèses de doctorat abordent frontalement la question des frontières européennes. Pour le reste, l'activité frontalière se borne à apparaître au détour de certaines conclusions ou de certains développements. Il faut dire que les études juridiques qui traitent de la question des frontières en Europe ne placent pas le curseur au même endroit que celles qui sont menées en sciences politiques, en philosophie, en histoire ou en géographie. Elles interrogent moins leur incarnation, à quoi ressemblent-elles, de quoi sont-elles faites, que leur nature, que sont-elles, ou leurs fonctions, à quoi servent-elles, points sur lesquels une littérature peu abondante montre cependant quelques concordances. Les spécialistes de droit de l'Union européenne restent en effet très attachés à la frontière. Ils mettent un point d'honneur à démontrer qu'elle n'a pas disparu et que, dans sa version classique,
elle a encore un bel avenir devant elle. Comme si, quoi qu'il arrive, la frontière était vouée à être cette absurdité très nécessaire et insubmersible. Ils reconnaissent aussi que la frontière européenne revêt plusieurs formes. Il existe une frontière coopération et une frontière séparation, et selon la forme qu'elle prend, elle s'articule autour d'un axe qui va de l'ouverture à la fermeture. Ces conclusions restent vérifiées, mais l'activité frontalière en Europe est plus complexe que cela. Le professeur Bluman estime par exemple que la caractéristique principale de la frontière moderne réside dans la diversification de ses sens. La frontière conçue comme une séparation rigide de deux souverainetés subsiste bien sûr, mais elle doit coexister avec d'autres limites moins précises mais tout aussi réelles. Les documents de la Commission européenne le montrent. La référence à la notion de frontière y est plus récurrente que dans la jurisprudence de la Cour de justice. Elle est également utilisée dans des contextes variés pour approcher des domaines très différents, comme les migrations européennes et internationales, la politique de voisinage et les réflexions au sujet de la maîtrise de la mondialisation. L'utilisation de la notion de frontière par la Cour de justice et par la doctrine juridique confirme qu'elle ne correspond pas à un concept structurant de la construction européenne. Elle révèle qu'elle n'est pas un objet du droit de l'Union. Sa relative discrétion dans la jurisprudence de la Cour relative au marché intérieur témoigne du fait qu'elle ne constitue pas un élément constitutif de celui-ci. Sur ce point, le contraste avec son utilisation par la Commission est saisissant. Son emploi par cette dernière est symptomatique d'un autre phénomène. La frontière apparaît comme une variable multi-usage, s'ajustant en fonction du bain conceptuel dans lequel elle est plongée. En ce sens, la frontière, si elle n'est pas une stratégie en soi, semble être impactée par les réflexions et les actions entreprises par les institutions de l'Union dans le but de parfaire son intégration. Il nous semble qu'une analyse des frontières extérieures ne peut pas non plus faire l'économie d'autres considérations tenant notamment à la diversité des approches disciplinaires. Le professeur Mario Tello remarque, de manière générale, que les études des grands changements de l'environnement international de la construction européenne sont caractérisées par de grandes scissions entre les approches disciplinaires. Les études des mutations frontalières n'échappent pas à cette tendance. Elles sont aussi marquées par des différences entre les approches politiques, économiques et juridiques qui nuisent aux tentatives de compréhension de la frontière. Cette dernière reflète en effet un haut degré d'entrelacement entre chacune de ces dimensions. Nous avons besoin des recherches économiques, axées sur la description technique de l'internationalisation des marchés, pour cerner le rôle et la place du marché intérieur dans la mondialisation. Nous avons besoin des recherches politiques pour comprendre le processus qui conduit à l'élaboration de nouvelles frontières, et pour appréhender les conséquences de l'internationalisation des marchés, sur la formation de nouveaux types de démarcation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. Nous avons besoin des recherches juridiques pour saisir le rapport entre la déterritorialisation de l'autorité étatique et l'évolution des fonctions des frontières. Mais nous avons besoin de la combinaison de l'ensemble de ces approches pour explorer de quelle manière la notion de frontière intervient en droit de l'Union, et dans quelle mesure elle interfère avec la construction européenne. Notre hypothèse n'est donc pas seulement que la notion de frontière se situe au carrefour entre les approches économiques, politiques et juridiques, mais qu'une étude juridique des frontières de l'Union européenne s'enrichit en réalité des apports des analyses économiques et politiques. Cette méthode permet en effet d'analyser la frontière de manière élargie, en ne la limitant pas à une question de transfert de compétences, de champ d'application territorial du droit ou d'ordonnancement entre les systèmes juridiques international, européen et national. Notre approche cherche donc autant à tenir compte d'une certaine interdisciplinarité qu'à prendre en considération la diversité des sources de réflexion juridique traitant directement ou indirectement de la question des frontières en Europe. Une étude juridique des frontières extérieures de l'Union européenne, sous l'angle de l'internationalisation du marché intérieur, ne peut pas en effet reposer sur une analyse exclusive des arrêts de la Cour de justice, des traités internationaux et des accords externes, dans la mesure où la question des frontières n'y figure pas toujours à proprement parler. Les phénomènes de frontiérisation et de défrontiérisation
observables à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, sont aussi le produit de mesures unilatérales défensives et de négociations internationales pluripartites. Ainsi, loin d'épuiser une présentation complète et raisonnée de l'ensemble de ces instruments de droit, l'écriture de cette étude privilégie l'identification des tendances qui transforment la frontière. Cela suppose, dès lors, d'accorder une place importante à la volonté, à la vision et à la représentation des institutions en charge de l'intégration, celles-ci se traduisant, entre autres, dans les communications de la Commission européenne et dans les discours des responsables politiques européens. Il ne s'agit pas d'une étude de la mise en œuvre de ces règles juridiques. En conséquence, le droit des États membres ne constitue pas une source de la réflexion. Pour les mêmes raisons, le droit comparé ne sera pas non plus sollicité. La notion de frontière. La frontière est le sujet de très nombreuses œuvres artistiques de toutes sortes qui la décrivent sous différentes formes. La littérature en donne de nombreuses représentations. Elle est présente dans les romans de Cormac McCarthy, Murakami, Gabriel García Márquez, Borges, Javier Cercas, Laurent Godet ou encore Le Clésio. On l'aperçoit dans certaines créations cinématographiques. Dans Joint Security Area, Park Chan-wook traite de la démarcation entre les deux Corées. Steven Spielberg la met en scène dans le film Terminal et John Ford dans ses westerns. Une exposition lui a été consacrée au musée de l'immigration à Paris, en 2016. Une autre, disposant les photographies prises par l'Italien Valerio Vincenzo au cours d'un voyage à vélo le long des 20 000 km de frontières en Europe, s'est tenue à Strasbourg en mai 2018. Incontestablement, la frontière inspire. Elle est passée au crible d'un grand nombre d'analyses dans presque tous les domaines des sciences humaines. Elle est tour à tour saisie par le droit, l'anthropologie, les sciences politiques, l'histoire, la sociologie, la géographie, la philosophie. La frontière fait partie de ces concepts qu'il est difficile d'expliquer. La diversité des sens que revêt cette notion rend son appréhension délicate. Sa pluralité s'explique peut-être par son omniprésence. Selon Michel Fouché, le monde est structuré par 250 000 km de frontières politiques terrestres et 323 frontières interétatiques. Depuis 1991, plus de 28 000 km de nouvelles frontières internationales ont été instituées et 24 000 autres ont fait l'objet d'accords de délimitation et de démarcation. Jamais il n'a été autant négocié, délimité, démarqué, caractérisé, équipé, surveillé, patrouillé. La frontière dans le langage courant. Le mot frontière est dérivé du mot front. Ce dernier s'entend communément comme la zone où se déroule une bataille. Il représente le lieu où les troupes militaires sont regroupées pour attendre l'ennemi. La frontière serait alors en premier lieu le front d'une armée, une place forte qu'il faut impérativement défendre par les armes. Progressivement, le front s'est transformé en frontière. Il a perdu avec cette évolution terminologique la connotation belligène qu'il portait en lui. La zone de combat est devenue une ligne, une séparation, une ligne de séparation. La frontière est un tracé visible sur les cartes, linéaire ou pointillé, qui sépare deux entités, deux espaces, deux états et borne un périmètre géographique. Elle est un endroit où s'entrecroisent et se recoupent deux surfaces distinctes qu'elle enserre. La frontière est la limite d'un territoire qui en détermine l'étendue. Selon qu'on l'utilise en Allemagne, en Italie, en Espagne ou dans le nord de l'Europe, la frontière appelle des univers terminologiques distincts. En anglais, bordée désigne la frontière traditionnelle qui délimite le territoire d'un État. Elle n'a pas la même signification que frontier, qui renvoie à une zone floue séparant les terres inconnues des terrains connus, à un horizon qu'il faut sans cesse repousser. La bordée anglo-saxonne n'a pas le même sens que la grenze allemande. La première peut se traduire par un périmètre, une bordure, la seconde par un seuil ou un plafond. Les Norvégiens envisagent la grenze comme une limite globale, générale qui se passe très bien de tout adjectif venant en préciser le sens. Elle est tout à la fois un endroit géographiquement en position limite, celui de la frontière qui découpe deux États, deux communes, deux propriétés. Elle est aussi le lieu habité, le Grenzebuur, celui qui habite la frontière. Elle revêt par ailleurs une seconde dimension. La grenze est aussi une caractéristique propre à chaque individu qui inscrit un comportement dans des zones limites. Elle incarne le sens des convenances. La grenze est alors un plafond moral à ne pas transgresser,
Elle symbolise ce qui est convenu, ce qui est acceptable, la limite de ce que l'on peut supporter, c'est-à-dire un seuil à respecter. Contrairement au français qui différencie et multiplie les mots en fonction du contexte dans lequel il joue, le norvégien confère à la grense une signification générale applicable en toutes circonstances. Le mot espagnol frontera est relativement semblable à son équivalent français, et reste intrinsèquement lié à l'État. Bien qu'il existe des termes synonymes comme limite, linde, confine, margen ou linea divisoria, aucun terme n'est aussi spécifique que celui de frontera pour désigner la séparation entre deux États ou entre deux quelconques. L'usage quotidien du terme frontera semble avoir été affecté par l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne. L'identification des frontières espagnoles, comme au fond celle des frontières françaises, allemandes, belges, portugaises, etc., requiert un effort d'imagination pour que leur franchissement soit perceptible, qu'on circule sur route ou par voie ferrée. Les villes frontalières s'inventent, en conséquence, de nouvelles spécificités. Pour son voyage au cœur de la France, 60 ans après la signature du traité de Rome, le magazine Society est allé prendre le pouls de la Jonquera, cette petite ville frontière espagnole, qui a capitalisé sur l'abolition des frontières pour surmonter les difficultés pratiques suscitées par le marché intérieur. La Jonquera capitalise sur les deux infrastructures qui la traversent et l'alimentent, la route nationale N2 et l'autoroute AP7. Restaurants, laveries, douches, stations-service et magasins de mécanique commencent à ouvrir pour accueillir les milliers de routiers et d'automobilistes qui passent ici chaque jour. Vite, la petite ville devient une étape obligatoire au retour des vacances pour les Français cherchant à s'approvisionner en cigarettes, alcool ou essence taxée à l'espagnol, beaucoup moins qu'en France. Le mot italien frontiera suppose d'être en face de quelqu'un ou de quelque chose. Il suggère également la mobilité, une constante transformation. La frontiera est en effet souvent associée aux mouvements artistiques, intellectuels et politiques d'avant-garde, Arte di Frontiera, Cinema di Frontiera, Movimenti di Frontiera, etc. Quand un pays atteint sa limite naturelle, le terme confine est en revanche plus souvent employé. Ce dernier figure dans la Constitution italienne pour qualifier les frontières étatiques, c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle on ne peut ou on ne veut pas aller, par peur ou par répulsion. Pendant la période du régime fasciste, par exemple, les limitations des libertés des opposants politiques et l'assignation à résidence surveillée étaient juridiquement définies comme confino. Frontiera et confine ont donc des significations bien différentes. Le confine a une signification statique, et généralement négative. Il établit un espace bien précis et marque une ligne sécurisée et stable. La frontiera, à l'inverse, est quelque chose d'instable, en constante évolution. Elle est caractérisée par des incertitudes, mais a aussi une connotation positive de progrès et de développement. La frontière de la sociologie. L'effacement apparent du front dans la définition qu'on donne aujourd'hui de la frontière ne doit pas cacher le fait qu'elle n'a pas tout à fait perdu son caractère guerrier. Elle représente toujours dans l'inconscient populaire un espace de lutte, même si cette confrontation n'implique plus des fusils et des tranchées. Sa visibilité est synonyme de protection. Elle est une expression ancienne de l'enfermement, qui n'a pas entièrement disparu à l'ère de la mondialisation, si on considère que les revendications de village global se sont accompagnées de la croissance du nombre de limites internationales. Les frontières, on s'en fout, criaient les citoyens en 1968. Les gens veulent voir des frontières, martèle Donald Trump en 2018. Ce tournant visuel se traduit par une inflation des objets spatiaux signifiant la démarcation. Au cœur des villes globales, les quartiers fermés se multiplient ajoutant d'autres types de murs aux paysages urbains qui ne connaissaient jusqu'ici que ceux des ghettos, townships et autres enclaves défavorisées. Le pont du Jardin des Deux Rives, reliant Strasbourg à Kehl, montre l'obsession des frontières visibles, même lorsque celles-ci viennent souligner la jonction plutôt que la séparation. L'existence des frontières est intrinsèquement liée à l'existence des peuples qui habitent les régions traversées par son tracé. Elle est un objet sémique qui sépare deux sociétés et leur permet de se distinguer et de s'identifier. Elle a une portée symbolique à laquelle est associée une forme matérielle, un dispositif militaire, des postes de douane, la présence des symboles de l'État comme les drapeaux. La frontière demeure l'endroit privilégié des problématiques identitaires, que celles-ci s'exercent à l'échelle d'un État ou à l'échelle d'un groupe humain. Elle est une forteresse, le lieu des murs et des enceintes.
En séparant ceux qui font partie de la communauté de ceux qui en sont exclus, elle est intrinsèquement conflictuelle. Elle définit une forme de normalité, qui permet de construire les fondements d'une communauté humaine. Elle est au carrefour de ce jeu incessant entre nous et l'autre. Elle matérialise le problème fondamental posé par l'opposition entre le dedans et le dehors, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais, la sécurité et la menace. Elle inscrit à la marge la figure inquiétante de l'étranger. En cela, elle est une ligne qui disjoint, une ligne qui sépare, une ligne qui précisément différencie. La frontière de la géographie. La frontière est un événement géographique. Les géographes l'envisagent comme la limite extérieure d'un ensemble spatial, c'est-à-dire comme un mode de découpage du territoire, une modalité de la différenciation spatiale. L'existence d'une frontière dépend d'un travail de terrain qui consiste à répertorier des discontinuités sur une carte, en fonction des repères qui peuvent aller des montagnes et des fleuves jusqu'aux groupements humains. Les frontières se définissent, dès lors, comme des structures spatiales élémentaires, de forme linéaire, à fonction de discontinuités géopolitiques et de marquages, de repères sur les trois registres du réel, du symbolique et de l'imaginaire. La frontière est un tracé sur le sol et un élément indissociable des cartes, sur lesquelles elles apparaissent sous forme de traits fragmentant le globe. Sa fonction historique est d'attester l'existence d'une cité et de démarquer les confins du territoire civique. L'établissement d'une frontière marque la naissance d'une entité nouvelle. La frontière clôture les limites. Elle revêt dès lors un caractère symbolique, car elle est une fondation. La frontière peut être de deux types. Elle est considérée comme naturelle, lorsqu'elle repose sur des repères topographiques comme le tracé laissé par les fleuves, le Rhin ou le Bosphore, ou les chaînes de montagnes, les Pyrénées entre la France et l'Espagne, l'Oural qui marque le passage en Asie. La frontière peut aussi être artificielle, lorsqu'elle prend la forme d'infrastructures d'État gardées par une présence humaine, garde-frontières, douaniers. Dans les deux cas, elle correspond à une opération naturelle ou artificielle de découpage de l'espace géographique. Elle limite l'étendue d'un territoire à raison de repères naturels, d'événements historiques, de fractures idéologiques, le mur de Berlin, le rideau de fer, etc., ou de luttes d'influence politique et stratégique. Une bonne partie des frontières d'aujourd'hui est née de la résolution d'un conflit. Dans ce cas, la frontière représente un rapport de force, un jeu de partition et de découpage du monde. La frontière se décline au pluriel. Elle représente des impératifs de sécurité stratégique, des actions unilatérales d'appropriation d'aires contestées ou des marquages des territoires dans les États anciens ou récents. L'évolution des travaux des géographes montre que la représentation de la frontière sous la forme d'un trait ne constitue qu'une des réalités géographiques. Ils s'attachent aujourd'hui à cartographier les flux et les réseaux, et à représenter graphiquement la valeur relative de chaque mètre carré. Ce travail conduit à l'élaboration d'un nouveau type de carte composée de tracés, répondant à d'autres logiques de catégorisation des réalités actuelles. La frontière de la géopolitique. La littérature géopolitique met l'accent sur les éléments déterminant la formation des frontières. La frontière s'envisage comme une enveloppe continue d'un ensemble spatial, d'un État qui a atteint suffisamment de cohésion politique interne et d'homogénéité économique, pour que les clivages principaux ne traversent plus l'intérieur du territoire et la collectivité humaine mais aient été reportés par changement d'échelle, en position limite. La frontière apparaît lorsqu'un ensemble, étatique ou non, a atteint un certain degré d'homogénéité. Dans cette configuration, la frontière occupe une fonction politique. Elle n'est plus un instrument découpant une aire géographique. Elle différencie des cultures, langues, systèmes de pensée, modes de vie. Elle se manifeste dès lors qu'existent les germes d'une identité partagée. Dans cette optique, les frontières sont des discontinuités territoriales à fonction de marquages politiques. En ce sens, il s'agit d'institutions établies par des décisions politiques, concertées ou imposées, et régies par des textes juridiques. La notion de frontière en droit. La frontière est une notion particulièrement familière du droit constitutionnel et du droit international. Les définitions qu'ils en donnent sont relativement similaires. Elles se rejoignent sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne les liens entre la frontière et la souveraineté et entre la frontière et le territoire.
Le droit international et le droit constitutionnel retiennent une conception westphalienne de la frontière. La frontière du droit constitutionnel. La frontière est un élément essentiel de l'État, mais elle n'est pas un de ses éléments constitutifs. Elle occupe, moins par sa nature propre que par le lien consubstantiel qu'elle entretient avec le territoire, une place importante dans l'existence d'un État. Un État est caractérisé par 3 éléments constitutifs: un territoire, une population et une autorité souveraine. Le lien étroit entre la frontière et le territoire se manifeste lorsqu'on analyse l'assise physique et le socle matériel de l'État, c'est-à-dire le territoire qui est soumis à sa compétence et à sa juridiction. Le territoire d'un État remplit 3 conditions. Il doit être stable, continu et délimité. La frontière y est centrale, car c'est elle qui procède à sa délimitation. Elle délimite, dès lors, le champ d'application territoriale des compétences de l'État. À l'intérieur de ces frontières, l'État est compétent pour agir. En dehors de ces frontières, il ne l'est pas. En ce sens, le droit constitutionnel est un droit du découpage et de la stabilisation territoriale. Le territoire, pour permettre à l'État de s'exprimer et pour faire prospérer souveraineté, doit être ancré dans une réalité frontalière qu'il est dès lors difficile de remettre en cause. La frontière du droit international public. La frontière est une ligne juridique continue qui est la limite d'une souveraineté étatique et fréquemment sépare 2 souverainetés territoriales, qui distribue et répartit l'espace terrestre entre États de leur commun accord. Elle définit le cadre territorial, où s'exerce la plénitude de la souveraineté de l'État. La frontière est une ligne établie par un traité international qui est formé par la succession des points extrêmes du domaine de validité spatiale des normes de l'ordre juridique d'un État. Elle est une ligne de démarcation interétatique. Elle tranche les territoires et les souverainetés du monde, pour mieux délimiter l'espace de chaque État. En ce sens, le droit international public instaure aussi les conditions de la reconnaissance mutuelle des frontières par chacun des États. Cette fixité est constitutive de l'ordre international. Frontières et souveraineté. Le droit international public envisage la frontière comme une ligne séparant 2 souverainetés. La Cour internationale de justice estime que la frontière fixe tantôt les limites territoriales de la souveraineté de chaque État, tantôt les limites des zones maritimes dans lesquelles les États côtiers détiennent, en vertu du droit international, certains droits souverains à des fins précises. La frontière est une limite, dont la fonction est de délimiter 2 zones souveraines et d'empêcher que l'une empiète sur l'autre. Elle se manifeste et s'établit pour matérialiser l'exercice symétrique de souverainetés nationales différentes. Le respect des frontières est garant de la paix. Son franchissement est encadré par le droit. Lorsqu'il n'est pas autorisé, il peut être considéré comme un acte de guerre ou comme le non-respect de l'existence d'une nation. Ces enjeux fondamentaux pour la pérennité d'un État sont encore aujourd'hui à l'origine de nombreux différends frontaliers terrestres sur certains continents. L'institutionnalisation de la frontière se traduit par une double opération juridique de délimitation, puis de démarcation. Ces opérations prennent souvent la forme d'un traité bilatéral. La question du règlement des frontières appartient aux États concernés, ces derniers possédant une grande marge de manœuvre pour décider des critères pertinents servant au tracé de leurs frontières communes. La délimitation consiste à arrêter des critères pour déterminer l'emplacement légal de la frontière. La démarcation implique un tracé concret de la frontière sur le terrain. La frontière apparaît matériellement par des repères que tout le monde peut voir et ressentir. La définition juridique de la frontière est celle de cet espace de séparation sur lequel les États installent leurs règles de franchissement pour les biens et les hommes. La frontière doit être intangible pour que les souverainetés nationales puissent s'épanouir, en respectant celles des pays voisins. Elle doit aussi être inviolable. Pour protéger l'ordre juridique qu'elle enserre et pour assurer la survie de la nation qu'elle regroupe, elle doit être une cloison étanche et pérenne. La Cour internationale de justice considère à cet égard que l'établissement d'une frontière est un fait qui dès son origine a une existence juridique propre, indépendante du sort du traité qui l'a posé. Une fois convenue, la frontière demeure car toute autre approche priverait d'effet le principe fondamental de la stabilité des frontières. La frontière est un élément durable dans le temps, permanent et stable dans l'espace, qui ne peut être remis en cause.
Rien d'étonnant à ce que les frontières et leurs tracés soient aussi bien gardés par le droit international public qui impose aux États de maintenir les frontières établies sous l'empire d'un système disparu. Le principe d'uti possidetis est le garant de cette intangibilité. Il est le principe cardinal des mutations territoriales. Il implique que les États s'engagent à conserver comme frontières les limites qui étaient celles du territoire dont il est issu. Surtout, il apparaît juridiquement comme l'aboutissement de toute une construction qui fait des traités de frontières en particulier et de la frontière en général un élément immuable du droit des relations internationales. La continuité des traités de frontières est sans doute une des mieux protégées qui soit. Frontières et territoires. La frontière est liée au territoire, en ce sens qu'elle définit spatialement l'application du droit. Elle en marque la limite. La frontière est tranchée et absolue, car elle marque le point où expire la compétence territoriale. Elle délimite le territoire sur lequel chaque État exerce sa souveraineté. La frontière est définie alors comme une ligne séparant les territoires de deux États. Michel Fouché explique que l'ancrage territorial de la frontière résulte de l'adoption d'une conception de la nature juridique du territoire, pour laquelle le territoire était un élément subjectif de l'État personnifié. Frontières et espace. Les liens entre frontières et territoire deviennent peu opérants lorsqu'il est question d'espace. La notion d'espace est souvent associée à celle de frontière. Dans une communication de septembre 2017, la Commission insiste sur les opportunités pour les citoyens européens de développer l'espace frontalier pour en faire un espace de développement économique. Cette politique de désinvestissement de la notion de territoire par le droit de l'Union se retrouve dans un document écrit par la Mission opérationnelle transfrontalière en 2015. Il envisage, pour mener à bien un projet transfrontalier, qu'il soit possible de choisir le droit de l'État voisin, applicable même sur la portion nationale de l'un des deux États. Cela aboutit à faire baisser la pression de la frontière sur le droit applicable de part et d'autre, en privilégiant le droit le plus efficace pour réaliser le projet. Le droit n'est alors plus le reflet d'un territoire. Il est le moyen de réaliser un projet, où la frontière n'est plus une ligne de partage. Or les frontières ont un sens dans un système territorial. Que faire alors des frontières lorsqu'un système juridique se substitue à un système territorial, et que la réalité juridique se substitue à la réalité territoriale? Le changement intervient dès lors que l'on constate l'irruption de pratiques juridiques déracinées d'un territoire géographique déterminé. Ces pratiques de mobilité et de réseau qui diffusent la règle de droit dans un nouvel environnement normatif transfrontière interrogent les formes et la figure du territoire, sans pour autant le remettre en cause. Le territoire perd de sa pertinence au profit de la notion d'espace pour exprimer plus justement ses recompositions. Ce type de pratiques sont typiques du droit de l'intégration. L'Union européenne est un projet politique qui ne s'est pas constitué en référence à une zone géographique déterminée. Elle est une addition de traités internationaux. Elle est ancrée dans une certaine forme d'abstraction. La notion de marché intérieur, par exemple, renvoie à un espace constitué de la fusion des marchés des États membres de l'Union. Mais elle correspond aussi à un narratif de l'intégration européenne qui raconte comment les marchés fusionnent et comment les marchés tiers, en réaction, se lient, se connectent et se rapprochent du marché intérieur pour éviter la forteresse Europe. Ainsi, le marché intérieur est une réalité juridique ainsi qu'une représentation politique, ce qui dément, en partie, la pertinence des références territoriales comme élément essentiel du projet européen et de constitution de son identité. La question des frontières revient donc souvent, selon Michel Fouché, à une ruse d'interprétation des rares articles des traités tentant de la délimiter, pour justifier un processus d'extension territoriale continue. L'intégration par le droit se prête au mouvement et implique, pour se réaliser, des contours fluctuants. Cette différence n'est pas anodine en ce qui concerne la notion de frontière, qui s'enrichit au contact du droit européen. Dans le système de l'Union, elle est moins la traduction d'une séparation entre deux souverainetés que la marque d'une réglementation des rapports entre un dedans et un dehors. La notion d'espace implique un univers de contours mouvants et de certitudes fluides. Dès lors, la référence à un espace européen, présentant plusieurs visages et s'adaptant sans cesse au schéma d'activité qui l'entoure,
correspond davantage à la réalité de l'intégration européenne que la référence à un territoire européen. Ainsi, peut-être que la frontière du droit de l'Union ne correspond pas tout à fait à cette même notion classique du droit international. La notion de frontière en droit de l'Union européenne. Les définitions traditionnelles de la frontière ont été critiquées pour n'avoir pas pris suffisamment en compte les interactions, les connexions et les équilibres entre les différents acteurs de la scène internationale. La frontière sépare et elle joint. Elle distingue et elle connecte. Étymologiquement, la notion de frontière a toujours porté en elle ces différentes variables. Celle de confins, par exemple, reflète le fait que la frontière est au carrefour entre la séparation et la jointure. Le professeur Bluman a montré à quel point, selon qu'on envisage les confins comme une limite ou comme une connexion, la frontière change de sens. Il observe que les confins évoquent une zone de transition et de passage. Ils sont une limite extrême, mais aussi une zone de liaison. Les confins extrémités renvoient à une délimitation frontalière à l'intérieur de laquelle s'applique un régime juridique spécifique. Les confins liaisons ont été théorisés à partir du condominium, c'est-à-dire à partir des potentialités d'un espace cogéré, d'un espace en copropriété. Si dans ce cas, l'avènement de l'Union européenne n'a pas révolutionné la notion de frontière, elle constitue en tout cas une occasion inédite de formaliser certaines de ces évolutions. Car la frontière produite par la construction européenne ne peut être seulement analysée en termes de départage de compétences, ou en termes d'identification du champ territorial d'application du droit. L'immense indétermination qui entoure la notion de frontière n'a pas été réglée par les traités européens pour lesquels cette question demeure taboue. Les traités initiaux n'évoquent pas la question des frontières de l'Union. Cette absence aurait pu conduire à ce que les frontières européennes se rangent derrière les définitions retenues par le droit international. Une analyse de l'activité frontalière en Europe montre que ce n'est pas exactement ce qui s'est produit. Les traités européens ont en quelque sorte laissé le champ libre à la formation d'une multitude de frontières différentes. À l'heure actuelle, l'Union est composée de nombreuses frontières. Deux catégories sont évidentes, la frontière intérieure et la frontière extérieure. La première est celle des États, alors que la seconde est celle de l'Union. Il faut ensuite, pour refléter plus exactement le phénomène frontalier en Europe, ajouter à ces catégories les nuances que la consolidation du marché intérieur et le développement de la libre circulation des marchandises sont venus apporter. Le dérèglement conceptuel des frontières européennes. Laurent Binet écrit dans HHHH que nous ne pouvons jamais savoir qui, du hasard malin et facétieux ou des puissantes forces d'une volonté en marche, fait que les choses adviennent comme elles adviennent. Il en est souvent ainsi de l'histoire qui se fait. Le dérèglement conceptuel des frontières dans l'Union européenne est en revanche, et à l'inverse, une construction savamment orchestrée. Il est le fruit de l'histoire de la construction européenne, qui a transformé les contours du monde d'hier. L'Union européenne est un système juridique, c'est-à-dire un ensemble dont les éléments ne s'agrègent pas par hasard mais constituent un ordre en ce qu'ils sont reliés les uns aux autres et à l'ensemble lui-même par des liens tels qu'on ne peut envisager l'un de ces éléments isolés de son entourage sans l'analyser faussement. Luc van Middelaar dit de l'Europe qu'elle est originellement ancrée dans un système de règles. Saskia Sassen trouve qu'elle est un appareil de loi, très élaboré et développé. Un système est par nature flou, mouvant et évolutif, parce qu'il est une construction qui s'applique à couler des situations inconnues ou incontrôlées dans une certaine forme. Le système juridique de l'Union européenne repose premièrement sur un objectif, deuxièmement sur un moyen pour atteindre cet objectif, troisièmement sur un ensemble de règles juridiques qui concrétisent le moyen. Cette architecture, reposant en dernière analyse sur des règles juridiques, marque la spécificité du système européen. L'objectif de l'intégration européenne a été et est toujours la création d'un climat propice au maintien et à l'entretien de la paix en Europe. L'Académie d'Oslo lui a attribué, en 2012, le prix Nobel de la paix en récompense de ses efforts. Le premier narratif du projet européen est celui de la paix. L'incidence de la formation de l'Union européenne sur le maintien de la paix en Europe a été rappelée récemment par Jean-Claude Juncker, lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre 2016. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours d'accord.
Oui, des sujets de controverse nous opposent souvent. Et parfois, nous nous affrontons. Mais nous nous affrontons avec des mots. Et nous réglons nos conflits autour d'une table, pas dans des tranchées. La paix est le premier succès de l'intégration européenne, qui a réussi à éloigner la guerre des réalités quotidiennes des citoyens européens, à tel point que pour les générations européennes nées après la Seconde Guerre mondiale, la paix, écrit Michel Rocard, semble éternellement acquise, elle serait un état naturel de notre humanité. Jérôme Ferrari abonde en ce sens. Il rappelle que nous sommes, grâce à l'Union européenne, la première génération qui n'ait jamais connu la guerre. Et que nous ayons pu songer sérieusement à appeler guerre la situation qui est la nôtre depuis novembre 2015 prouve à quel point nous avons oublié ce que cela signifie. La recherche de la paix est pour l'Union européenne le garant d'une double légitimité interne et externe. En interne, face à elle-même, la paix est la condition qui justifie l'unification économique, politique et juridique du continent. Comme l'écrit Étienne Balibar, la guerre va tuer l'Europe, à moins que l'Europe n'arrive à exister face à la guerre. Dans son discours à Alger du 5 août 1943, Jean Monnet insistait également sur le fait que les tentations nationalistes constituaient les racines du mal européen. Mal que la création d'une entité européenne serait la seule à pouvoir soigner. L'Union européenne doit en effet se construire en combattant les tentatives de repli nationaliste, parce qu'elle crée un climat de défiance mutuelle. En externe, face aux États européens qu'il faut rassembler au sein d'un projet commun, la recherche de la paix agit comme la condition de la spécificité des mutations qu'elle va impulser aux relations interétatiques en Europe. Les États acceptent l'Union parce que la paix apparaît comme un horizon dans lequel ils peuvent durablement et sereinement se projeter. L'abandon du recours à la force et l'adoption de traités internationaux dynamiques, autorisant la création de règles dérivées postérieures à la signature des traités, et juridiquement contraignants sont autant d'exemples qui marquent la nouvelle préférence des pays européens pour la norme. L'Union réinvente la dynamique des relations interétatiques européennes qu'elle articule autour de nouvelles règles de droit, qui créent des connexions multiformes entre les participants. C'est à partir de ce moment que l'Union acquiert, du point de vue de ses membres et de ceux qui souhaitent le devenir, une fonction irremplaçable pour la reconstruction économique mais aussi, plus largement, pour la sécurité des démocraties et la préservation de l'état de droit. Le moyen d'interdire durablement la guerre et d'installer un climat durable de paix est l'élimination de toutes les frontières nationales. La frontière est en effet le privilège des vainqueurs. Elle concrétise un rapport de force. Elle a longtemps été le résultat juridique d'un impérialisme étranger, qui trouve dans la frontière le moyen de traduire géographiquement la défaite d'une communauté vaincue. Elle est perçue comme une zone de guerre et de combat qui entretient les rancunes historiques, car elle incarne les divisions qui traversaient le continent européen au début du XXe siècle. Michel Rocard considère que l'adhésion à l'Union européenne a complètement transformé ce rapport aux frontières. Il estime qu'elle a entraîné une série de conséquences qui se tiennent entre elles. La première est de rendre inutile la matérialisation de la frontière en ce qui concerne les marchandises. La seconde est de rendre la dite frontière inutile également en ce qui concerne les personnes. La troisième est d'obliger des représentants de toutes ces personnes entre lesquelles les frontières baissent d'intensité, à gérer ensemble la zone considérée. La quatrième est le produit spontané et presque immanquable des trois autres. On se réconcilie. C'est aussi ce qu'affirmait le professeur Alfonso Matera. Les frontières représentent, dans sa vision de l'Europe, la manifestation la plus éclatante de la division persistante de la communauté, qui reste bien éloignée de la communauté plus large et plus profonde voulue par les traités originaires. Tant que des frontières intérieures subsistaient entre nos États, nous avons gardé le symbole de nos divisions et le souvenir de luttes fratricides du passé, d'une Europe qui restait éloignée de ses aspirations profondes et ne concernait que bureaucrates et hommes d'affaires. Ainsi, dans l'Union européenne, les frontières ne doivent plus découper les zones de souveraineté nationale mais tisser les liens d'une communauté de sentiments, qui participerait à recoudre les déchirures économiques, sociales et politiques de la guerre. Il serait vain de négliger la place qu'occupent les frontières dans la construction européenne, tant elles constituent le moyen de la réaliser. Les frontières doivent servir son objectif,
les anciennes frontières qui ont conduit à la guerre doivent se mettre au profit de la paix. Dans cette logique, les frontières ne peuvent plus être des lignes de front, mais des lieux de la coopération, du contact et du dialogue. Elles ne peuvent plus être des grilles de lecture qui enferment une organisation étatique, confinent une identité et une souveraineté nationale dans un territoire qui, étant clos, devient solitaire. Elles doivent devenir les supports juridiques de l'intégration. La première transformation des frontières est donc sans doute le passage de ces frontières de guerre à des frontières de paix. Ce passage constitue une transformation majeure des frontières. À nous d'en tirer profit, écrit Étienne Balibar. Pour trouver d'autres façons de découper l'espace, de nouvelles manières de phraser les mots et le monde. Avec à l'horizon cet espoir. Envisager la frontière non plus comme une limite arbitraire, une barrière qui sépare, mais comme une zone d'échange, un lieu qu'il s'agit d'investir, bref comme un territoire commun. Les règles juridiques, directives, règlements, communications, jurisprudence de la Cour de justice, qui concrétisent l'idée d'une Europe sans frontières sont les libertés de circulation économique prévues par les traités européens. Il s'agit de mettre en pratique les thèses de Montesquieu sur le doux commerce, postulant que l'effet naturel du commerce est de porter la paix, et que le libre-échange réunit l'humanité, écarte tout antagonisme de race, de credo et de langue, il est la condition d'une paix éternelle entre les hommes. La libéralisation des échanges intra-européens doit ouvrir à terme une brèche dans les dures murailles des souverainetés nationales, une brèche suffisamment limitée pour allier les consentements, suffisamment profonde pour entraîner par ses heureux résultats, les États par la même voie progressive de l'unité par la paix. Ainsi, en proposant la libre circulation des deux instruments des guerres fratricides, le charbon et l'acier, Jean Monnet a accompli un geste sans précédent, que l'on a considéré aussi révolutionnaire que la pensée d'Einstein et de Copernic, geste qui a changé l'histoire. Le vainqueur qui tend la main au vaincu et lui propose de partager les biens qui les avaient divisés par le passé et de former une communauté de liberté, respectueuse des identités nationales et dotée d'une institution indépendante qui défende l'intérêt commun. Frontières et identité européenne. La question des frontières est au cœur de la quête d'autodéfinition de l'Union européenne. La nature de l'Union européenne n'est pas sans poser quelques problèmes juridiques connus depuis son origine. Elle est un concept vide, une organisation énigmatique, une machine sans visage, affligée d'une structure complexe et opaque, dont l'existence paraissait clandestine et précaire. Un ensemble politique assez original qui n'a jamais été facile à saisir. Cette énigme s'explique en partie, selon la professeure Bertrand, par le pragmatisme du droit de l'intégration qui suppose de jouer sur la polysémie des mots, privilégier la technique du double sens pour satisfaire les uns sans susciter l'opposition des autres. L'ambiguïté juridique des frontières de l'Union européenne s'inscrit dans cette ambivalence du droit de l'intégration. La question des frontières n'organise pas toute l'intégration européenne, mais elle la sous-tend dans sa globalité. Le problème de l'Europe est celui de ses limites. La carte mentale, implicite et non sujette à discussion, qui présidait à la fixation des frontières ultimes de l'Union européenne, est un secret de Polichinelle. L'Union européenne est définie territorialement par le traité de Lisbonne. Selon les articles 52 du traité sur l'Union européenne, TU, et 355 TFUE, elle est formée de l'addition des territoires de ses États membres. Les territoires qui y figurent font partie du champ d'application des traités européens. Dans cette configuration, les frontières extérieures sont les frontières de chaque État membre situé à ses extrémités. Elles marquent la limite du champ d'application du droit de l'Union. Cette définition territoriale n'est pas entièrement convaincante, car nombreux sont les observateurs qui continuent de penser que l'Union n'est pas une donnée géographique. Michel Fouché observe que l'Europe est un nom flottant, et l'espace qu'il désigne n'a pas de limite nette préexistante, de sorte que sa définition demeure ouverte. Cette incertitude représente une difficulté. Où sont les limites de l'Europe, union, marché, continent ? Et un avantage, car elle est créatrice de dynamique, c'est la politique des Européens qui dessine la géographie de l'ensemble qu'ils forment. Edgar Morin pense que l'Europe est une notion incertaine, naissant du tohu-bohu, aux frontières vagues, à géométrie variable, subissant les glissements, ruptures, métamorphoses. Il s'agit d'interroger l'idée d'Europe justement dans ce qu'elle a d'incertain, de flou, de contradictoire, pour essayer d'en dégager l'identité complexe.
Étienne Balibar va plus loin. Il estime que l'Europe a cru se doter de frontières propres, mais en réalité elle n'a pas de frontières, elle est elle-même en tant que telle une frontière complexe. À la fois une et multiple, fixe et mobile, tournée vers l'extérieur et vers l'intérieur. L'Union européenne est en ce sens, davantage que la simple addition des territoires nationaux. Elle est plus que le champ d'application de son droit. Elle est certes, une réalité formée par les territoires qui la composent et les frontières qui les encerclent, mais elle est aussi une représentation, une carte mentale, une projection intellectuelle caractérisée par l'abstraction de ses contours. Se tisse subrepticement un lien entre les limites extérieures de l'Union et le sens du projet européen, de sorte que la recherche des frontières extérieures correspond à la quête de son identité. Son rapport à ces frontières extérieures correspond à une tentative d'autodéfinition, parce que pour comprendre l'Union européenne, il faut saisir la teneur de ses relations avec le reste du monde. La notion de frontière, en droit de l'Union européenne, est ainsi fortement influencée par le fait que son identité ne se construit pas en vase clos, mais au contact du reste du monde. Frontières et élargissement. On peut envisager les limites de l'Europe à travers la politique d'élargissement. Dans ce cas, la question de savoir jusqu'où va l'Europe est réglée par l'adhésion d'un État tiers à l'Union européenne. Cette dernière, en s'élargissant, ajoute les limites du nouvel État membre à ses frontières extérieures. Ces dernières ne peuvent néanmoins pas être exclusivement appréhendées à travers ce prisme. Plusieurs doutes ont notamment été soulevés sur la capacité de l'Union européenne à supporter de nouveaux élargissements. La capacité d'intégration doit permettre de déterminer dans quelle mesure l'Union est capable d'accueillir un nouveau membre sans mettre en péril les objectifs qu'elle s'est fixés. Elle suscite des débats entre les partisans de l'élargissement et ceux qui lui préfèrent l'approfondissement. Nombreux sont ceux qui considèrent que l'adhésion ne peut plus constituer la seule manière pour l'Union de valoriser ses intérêts au-delà de ses frontières. Pour comprendre le fonctionnement des frontières extérieures, il faut prendre en compte le fait que l'Union européenne, dans ses relations avec les États tiers, diversifie son offre politico-institutionnelle. La conclusion des analyses du géographe Gilles Lepezan le confirme. Selon lui, l'adhésion n'est pas une formule pouvant être proposée en toutes circonstances. Elle ne peut pas constituer l'unique vecteur de la modernisation exportée par l'Union européenne. D'autres manières permettent à l'Union européenne d'avoir une incidence sur son environnement extérieur. Son action extérieure se caractérise à l'heure actuelle par son refus de tracer frontières. Les partenariats commerciaux conclus avec un ou plusieurs États tiers en donnent quelques exemples. Ils correspondent le plus souvent à des accords de libre-échange. Ils renvoient également à d'autres types d'accords externes prévoyant, entre autres choses, l'établissement d'une zone de libre-échange. Ils mettent en évidence le fait que l'Union a recours à des procédures de convergence normative avec les États tiers, afin de valoriser ses intérêts économiques et commerciaux au-delà de ses frontières. La convergence normative peut revêtir plusieurs degrés différents. Elle peut aller du rapprochement normatif à l'alignement normatif. Dans les deux cas, elle a une incidence sur les frontières extérieures dont elle redéfinit les contours selon le degré du rapprochement souhaité. Ce phénomène peut être appréhendé de plusieurs manières. Il peut être étudié comme un lieu de frottement des différents ordres juridiques. Dans cette optique, les analyses juridiques tentent de résoudre par l'internormativité, c'est-à-dire par les moyens de connecter les ordres juridiques, ces différents frottements. Notre analyse s'attachera plutôt à déterminer comment ces différences d'approche entre les systèmes juridiques se traduisent par autant d'obstacles au franchissement effectif des frontières. La frontière apparaît alors comme une discontinuité juridique, une fracture réglementaire qui restreint la mobilité des opérateurs économiques. Le rapprochement des marchés intérieurs et tiers entraîne en effet la confrontation d'un ensemble de règles et d'institutions légales, qui sont susceptibles de s'opposer à la libre circulation transfrontière des marchandises. Ces discontinuités peuvent apparaître à l'intérieur du marché intérieur. Elles constituent dans ce cas une frontière intérieure. Elles peuvent aussi apparaître entre le marché intérieur et un marché tiers. Dans ce cas, elles sont une frontière extérieure. Frontières et États tiers. On peut aussi envisager les limites de l'Union européenne à travers la distinction entre États membres et États tiers.
La frontière démarque un dedans et un dehors. Elle se construit en rapport à l'autre. Ce dernier, en droit de l'Union européenne, est représenté par la figure juridique de l'État tiers. Obtenir le statut d'État membre est une opération constituée de 2 étapes. La première consiste à se voir reconnaître le statut d'État européen. C'est par le caractère européen d'un État que l'on trouve la première définition de la limite externe de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a défini la notion des États européens. Il énonce que ne peuvent en principe devenir membres du Conseil de l'Europe que des États dont le territoire national est situé en totalité ou en partie sur le continent européen, et dont la culture est étroitement liée à la culture européenne. Toutefois, la limite externe de l'Europe ne correspond pas à la limite externe de l'Union européenne. La deuxième étape est donc celle du passage des États européens à États membres. Les critères économiques et politiques d'adhésion adoptés à Copenhague en 1993 montrent qu'il appartient à l'Union européenne et à ses États membres de décider si oui ou non, la frontière extérieure doit se déplacer pour accueillir un nouveau membre. Il dispose que l'adhésion requiert de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. L'adhésion présuppose la capacité du pays candidat à en assumer les obligations, et notamment à souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire. Il existe par conséquent 2 catégories d'États tiers. Ceux qui sont européens, non membres de l'Union européenne, mais peuvent juridiquement le devenir, et ceux qui ne sont pas européens et qui dès lors ont vocation à demeurer des tiers à l'Union. Dans cette perspective, la frontière extérieure est aussi et surtout une frontière de statut qui différencie les États membres de l'Union des États tiers à l'Union. Le statut de membre indique que l'État a adhéré à l'Union européenne. Il est partie aux différents traités européens et est, dès lors, inclus par les frontières extérieures. À l'inverse, l'État tiers ne fait pas partie de l'Union européenne. Il est étranger à la norme européenne, qu'il ne doit pas adopter ou transposer. Il n'est pas juridiquement lié au système de l'Union, car il n'est pas partie aux traités européens. Il est, en ce sens, le pôle négatif de l'État membre. Les frontières extérieures l'excluent, le tiennent à la marge. Les frontières extérieures représentent dès lors ce que les États membres ont en commun, une forme d'européanité, et qu'ils ne partagent pas avec les États tiers. La notion de frontière en droit du marché intérieur. Il existe un lien très fort entre le marché intérieur et la notion de frontière. Le marché intérieur se caractérise en effet exclusivement par l'absence de frontières. L'article 26 TFUE énonce qu'il comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. La Cour de justice en donne une représentation équivalente. Dans une jurisprudence constante, elle affirme que les dispositions du traité à son égard visent à l'élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur. La réalisation du marché intérieur met à l'épreuve les frontières en Europe. Les frontières doivent y disparaître, ou à tout le moins être relativisées pour qu'elles ne s'opposent pas à la libre circulation prévue par les traités. En tant qu'objectif du marché intérieur, la dévaluation des frontières bénéficie d'une attention particulière de la part des institutions européennes en charge de l'intégration. À tel point que le droit du marché intérieur correspond à un droit constitutionnel d'un marché transcendant les frontières, pourvu qu'on entende par ce dernier mot barrière non seulement nationale mais sectorielle. Ce qui conduirait à définir les frontières en fonction, non pas uniquement d'un objectif de cohésion interne, mais aussi en fonction d'un objectif de fluidification des échanges. Une autre raison explique la place occupée par la question des frontières dans le marché intérieur. Elle est d'ordre économique. Elle tient au fait que le marché intérieur est au confluent de plusieurs conceptions du marché, chacune d'elles contestant l'existence des frontières. Si l'on comprend le marché intérieur comme le moyen le plus efficace d'allouer les ressources,
La neutralisation de l'effet frontière est une absolue nécessité pour permettre au libre-échange d'allouer les ressources de manière optimale. Si l'on comprend le marché intérieur comme un espace de développement économique, les frontières doivent être supprimées, parce qu'elles sont le symptôme des inégalités de développement et parce qu'elles sont responsables de la fracture sociale et territoriale à l'intérieur de l'Union. Frontières et entraves. La frontière, en droit du marché intérieur, ne renvoie pas à la super-frontière de la guerre froide. Elle revêt une toute autre acception. Elle est envisagée à travers le fait qu'elle s'oppose au mouvement, et que dès lors, elle n'est pas compatible avec les libertés de circulation. Nous traiterons uniquement la question frontalière en Europe, sous l'angle de la libre circulation des marchandises. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Elle est la liberté fondatrice du marché intérieur de l'Union européenne. Elle constitue également un laboratoire normatif, qui a conditionné le développement des autres libertés de circulation économique. La frontière est aussi, curieusement, un non-objet de la libre circulation des marchandises. Les affaires portées devant la Cour de justice, par exemple, n'en font pas mention. Il y est question de barrières, d'entraves ou d'obstacles. La frontière est essentiellement structurée par le concept d'entrave. L'entrave désigne, en libre circulation des marchandises, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. Le régime de la libre circulation des marchandises est construit autour de la notion d'entrave due à la frontière. Les entraves à la libre circulation des marchandises revêtent beaucoup de formes différentes. Elles constituent un éventail varié de frontières. Il y a celles qui prennent effet à la frontière et celles qui prennent effet à partir du franchissement de la frontière. Restrictions à la vente, à l'usage, à la possession, à la publicité, à la promotion, etc. La diversité des formes de restriction constitue la spécificité de la libre circulation des marchandises, aucune autre liberté fondamentale ne étant sujette à un si grand éventail de restrictions possibles. L'identification puis la neutralisation d'une entrave due à la frontière sont en ce sens des objectifs de la libre circulation des marchandises en ce qu'elle a pour but de créer un espace commun de la mobilité transfrontière. Dans un cours de droit international de l'Académie de La Haye, les professeurs Maximiliano Bernat et Alvarez de Olat rappellent à cet effet que, dans le cadre du marché intérieur, disparaissent seulement les entraves dues à la frontière. Le territoire reste dans sa condition antérieure et il est néerlandais ou allemand, bien que cette frontière intérieure puisse être traversée avec beaucoup plus de facilité. La libre circulation des marchandises, telle qu'elle est prévue par les traités européens, se joue des frontières nationales en décomposant ses composantes entravantes tout en laissant l'objet géographique intact. Apport d'une analyse sous l'angle de la libre circulation des marchandises. Une analyse juridique des frontières extérieures sous l'angle de la libre circulation des marchandises peut paraître, à première vue, peu pertinente. Les frontières sont plus mécaniquement associées à la libre circulation des personnes. Il est vrai qu'en droit de l'Union européenne, elles appartiennent au répertoire terminologique des migrations, de l'espace de sécurité, de liberté et de justice et de l'espace Schengen. La frontière y est un phénomène visible, sur lequel l'Union et les États ont matériellement prise, pouvant, selon les priorités et les événements, choisir de les éliminer ou de les rétablir. Il est vrai aussi que le contentieux de la libre circulation des marchandises n'offre plus, depuis longtemps, des novations juridiques marquantes. La libre circulation des marchandises semble être, dès lors, une référence peu appropriée pour approcher les frontières européennes. Néanmoins, l'internationalisation du marché intérieur, comme phénomène d'inscription du marché intérieur dans les relations commerciales internationales, présente l'avantage d'offrir un cadre conceptuel particulièrement intéressant quand on décide d'y inscrire la notion de frontière. Le marché intérieur se prête bien à une analyse des frontières, dans la mesure où son existence implique leur dilution. Les libertés de circulation économique semblent être le domaine où le concept de frontière est le moins exacerbé et où il est le plus facilement transcendé. La frontière est aussi très présente dans le discours relatif à l'internationalisation du marché intérieur. Elle apparaît dans les stratégies de la Commission relative à la maîtrise de la mondialisation et dans l'image de la forteresse Europe, que l'Union renvoie sur le plan commercial.
Une étude sous l'angle de la libre circulation des marchandises s'explique pour une autre raison. L'action économique constitue une dimension importante de l'action extérieure de l'Union européenne. Le développement du libre-échange est un mouvement important du droit des relations extérieures. Son étude met en évidence des relations de proximité particulières entre l'Union et les États tiers, au cœur desquels on retrouve la question des frontières. Le libre-échange apparaît comme un facteur de construction de rapports novateurs entre le marché intérieur et son environnement extérieur. Il met en évidence la complexité d'une analyse tranchée entre le dedans et le dehors. Il inaugure l'écriture de rapports nouveaux entre le nous et l'autre. Ainsi, la libre circulation transfrontière des marchandises met à l'épreuve de manière très explicite la résistance conceptuelle et opérationnelle de la frontière aux mécaniques qui sont à l'œuvre derrière elle. L'internationalisation du marché intérieur met en évidence un système frontière, qui place la frontière au cœur d'un enchevêtrement de facteurs internes et externes à l'Europe en interaction et en équilibre. L'enjeu de notre étude est de parvenir à faire de ces facteurs des références par rapport auxquelles le concept de frontière peut s'actualiser. La recherche de ces références présenterait l'avantage de cerner plus complètement cette notion, à travers une réflexion sur le processus frontière, c'est-à-dire à travers la détermination des phénomènes qui participent à l'écriture des frontières. Elle permettrait de comprendre comment s'effectue la frontiérisation de l'Europe, et dans quelle mesure celle-ci influence en retour la frontiérisation du monde. Frontières et mondialisation. La mondialisation est un phénomène transfrontière. Elle désigne le phénomène d'ouverture des économies et des frontières, résultat de l'accroissement des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux, de la circulation des hommes et des idées, de la diffusion de l'information, des connaissances et des techniques ainsi que d'un processus de dérégulation. Nous entendrons par mondialisation la configuration qui met au centre la dimension des échanges commerciaux de marchandises, assimilés aujourd'hui à des termes comme libre-échangisme, économie mondialisée ou globalisation. La mondialisation représente un défi pour l'Union européenne. Elle oblige à repenser un certain nombre de concepts économiques et juridiques. La notion de frontière fait partie de ces derniers. Les frontières à l'ère de la mondialisation ne sont plus les mêmes que celles qui lui préexistaient. Comme si elle avait consacré la déchéance de la conception classique de la limite infranchissable ou difficile à passer. Le rapport entre la mondialisation et les frontières est ambigu. Le professeur Pierre-Marie Dupuis l'a mise en évidence en mettant côte à côte la frontière et l'environnement. Si l'on remplace le mot environnement par celui de mondialisation, on aboutit à une description relativement satisfaisante de la relation entre les frontières et la mondialisation. La frontière est une ligne homogène alors que la mondialisation est un ensemble instable. La frontière divise, tronçonne, distribue alors que la mondialisation unifie, animée par l'interpénétration de ses éléments constitutifs. En effet, la frontière propose une lecture linéaire du monde par tracé rectiligne alors que la mondialisation nous invite à le concevoir de manière dynamique, participative et pluraliste. Le rapport contradictoire entre les frontières et la mondialisation n'est pas simple. Il doit pourtant constituer la trame d'une analyse des frontières extérieures, dans la mesure où le marché intérieur, qui s'est progressivement orienté vers un système ouvert, fait partie intégrante de la mondialisation. Ce phénomène correspond à son internationalisation. Ce terme désigne l'interconnexion croissante entre le marché intérieur et les marchés tiers. Les accords externes impliquant l'établissement d'une zone de libre-échange sont les supports juridiques de l'internationalisation du marché intérieur. Ils établissent les modalités de son insertion dans le commerce international. L'internationalisation du marché intérieur est une préoccupation majeure des institutions européennes. Dans son discours sur l'état de l'Union en septembre 2016, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, s'interroge sur le futur de l'Union européenne. Avant la question de la défense des droits de l'homme, il évoque la place du marché intérieur dans la mondialisation. Il se demande si, à l'avenir, l'Europe sera encore capable de conclure des accords commerciaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.